Nous verrons les ressources être progressivement détournées de l'Ukraine, conduisant à leur affaiblissement. Par conséquent, les dirigeants ukrainiens viendront lentement et à contre-cœur à réaliser qu'ils ont été trompés et abandonnés par l'Occident. Je crois que c'est l'issue la plus probable et celle qui est actuellement préparée pour la consommation publique en Occident. Dans la deuxième partie de cette interview, abordons les solutions potentielles. Vous avez mentionné plus tôt que l'analyse coûts-avantages favorise actuellement les États-Unis, qui ont réussi à remplacer une grande partie de la part de marché de la Russie par leurs propres biens. Il est important de se rappeler que l'aide fournie par les États-Unis est sous forme de dollars américains, créée par un acte du Congrès et principalement donnée aux fournisseurs d'armes américains. Cela injecte effectivement des finances dans l'économie américaine, puisque ces fournisseurs livrent des biens finis à l'Ukraine, qui sont ensuite utilisés dans le conflit contre la Russie. Cette dynamique contribue à l'essor de l'économie américaine, un phénomène connu sous le nom de keynésianisme, plus précisément le keynésianisme de guerre. À l'heure actuelle, les États-Unis bénéficient considérablement en termes de capacité de production et d'objectifs stratégiques. Concernant la poursuite de la guerre, certains commentateurs sur YouTube soutiennent que ces « guerres éternelles » ne sont pas destinées à être gagnées, mais à soutenir l'économie américaine. Qu'est-ce qui pourrait réalistement persuader les États-Unis de chercher une fin au conflit? Les élections de 2024 pourraient-elles être un facteur? Quels arguments pourraient convaincre les États-Unis qu'il est impératif de négocier avec la Russie pour mettre fin à cette guerre? Je ne vois pas beaucoup de moyens d'atteindre les candidats susceptibles de se démarquer de l'actuelle compétition électorale. En regardant du côté des démocrates, nous sommes à peu près sûrs que le président Biden, qui souhaite se représenter, reste en lice. Ce serait un énorme scandale s'il était évincé ou décidait de se retirer pour être remplacé par quelqu'un d'autre, dont nous ne pourrions même pas deviner le nom à ce stade. Du côté des républicains, tous les candidats, à l'exception de Vivek Ramaswamy, soutiennent une expansion de l'armée des États-Unis, un rôle mondial plus agressif en tant que gendarme du monde, et l'injection de plus d'argent et de ressources dans des régions comme l'Ukraine et le Moyen-Orient. Donc, il n'y a rien de nouveau dans cette stratégie. Savoir si Trump ferait quelque chose de différent relève purement de la spéculation, tout comme la question de savoir s'il peut même être candidat. Le candidat outsider, Robert F. Kennedy Jr., est plus prudent, et on pourrait s'attendre à un peu plus de retenue de sa part compte tenu de sa rhétorique passée, mais il reste pour l'instant un candidat très éloigné. Parmi les principaux prétendants, nous avons tous les suspects habituels qui soutiennent traditionnellement une Amérique impériale dans les affaires mondiales. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer cela? La seule chose qui a fonctionné dans le passé pour créer un choc suffisant pour forcer temporairement l'élite américaine à s'arrêter et à réfléchir est une sorte de conséquence dévastatrice. Par exemple, je pense au décès tragique de bien plus de 100 marines au Liban dans une explosion. Un événement qui souligne vraiment la réalité que les guerres ont des conséquences pour les Américains et les soldats américains, pas seulement pour les étrangers, et la compréhension que l'on ne peut pas simplement jeter de l'argent sur le problème et s'attendre à ce que les gens se battent pour nos idéaux juste à cause de cet argent. Je ne suis pas sûr de ce qui pourrait provoquer cette transformation. Il semble plus probable que la stratégie de la Russie, comme le suggère le changement de rhétorique au cours des 2 derniers mois, consiste à arguer que la Russie est maintenant en train de gagner ou est en processus de gagner la guerre à ces conditions par un siège à long terme de l'Ukraine. Si cette stratégie est correcte, alors l'Occident pourrait ne pas abandonner l'Ukraine ouvertement, mais il se retirera probablement lentement, tout en déclarant qu'il ne se retire pas. Nous verrons les ressources allouées à l'Ukraine diminuer progressivement, amenant les dirigeants ukrainiens à réaliser lentement et à contre-cœur qu'ils ont été trompés et abandonnés par l'Occident. Je crois que c'est le résultat le plus probable et celui qui est actuellement préparé pour la consommation publique en Occident. Cette interprétation est basée sur 2 articles majeurs, l'un dans NBC News discutant de la pression exercée par la France et l'Allemagne sur l'Ukraine, et éventuellement les États-Unis, pour commencer les négociations, et un autre dans Bild Zeitung sur le plan secret que le chancelier Scholz et le président Biden sont prétendument en train de concocter pour abandonner l'Ukraine.
on Ukraine. Now, do you think that looking at Pensez-vous que, en examinant les rouages internes de l'Ukraine, un tel changement puisse se produire sous Zelensky? Dans votre article, vous suggérez qu'il pourrait ne pas être celui qui peut négocier avec Poutine pour des raisons de relations publiques et qu'un changement doit avoir lieu, peut-être même à travers des élections, avec des préparatifs déjà en cours. Vous avez mentionné que Solouine pourrait être l'une des options, en tant que personne ayant la stature pour négocier. Pourriez-vous expliquer cela, qui, en interne en Ukraine, pourrait réalistement s'asseoir et défaire 18 mois de propagande de guerre qui insiste sur le fait que nous ne négocierons jamais? of war propaganda that we will never negotiate? It's not the first time that Ukraine has faced this kind L'Ukraine a connu des bouleversements dramatiques par le passé, le plus récent étant la défaite de Poroshenko face à Zelensky. Poroshenko, qui s'était présenté en 2015 comme le candidat de la paix, avait fièrement annoncé qu'il parviendrait à un accord de paix avec la Russie sur le Donbass en quelques heures. Cependant, cela ne s'est pas produit, et il a de plus en plus poursuivi une solution militaire. Poroshenko, s'étant défini comme le président de la guerre, a été mis au défi par Zelensky. Zelensky affirmait qu'il irait même à genoux à Moscou pour négocier la fin du conflit et est depuis devenu le président en temps de guerre. Si la tendance se poursuit, nous sommes susceptibles d'assister à une dynamique similaire lors de la prochaine élection, avec le président de guerre établi, qui ne peut plus fuir sa rhétorique passée. Depuis l'échec des accords d'Istanbul, il est allé plus loin, signant un décret du Conseil de sécurité nationale et de défense qui interdit au gouvernement ukrainien de négocier avec la Russie. Il ne peut pas facilement se présenter comme le candidat de la paix au peuple ukrainien. Cependant, il peut se retirer et permettre à d'autres de venir de l'avant et de débattre de diverses positions. to step up and debate the various positions. We do not have a large number of candidates because Nous n'avons pas un grand nombre de candidats car, à ce stade, il semble peu probable qu'il y ait des élections sous la loi martiale, comme c'est le cas actuellement. as is currently. Ce que nous avons, ce sont juste des spéculations sur deux personnes qui pourraient émerger comme candidats, parmi beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas. Mais ces deux-là sont très différents. Alexei Aristovitch est une personnalité de la télévision et de la radio qui a été un technologue politique en Ukraine pendant plusieurs années. Il a joué sur tous les fronts concernant cette question. Plus récemment, cependant, il est passé de conseiller du président en janvier, s'exprimant souvent en son nom et interprétant les messages pour le gouvernement ukrainien, à un critique très ferme des politiques actuelles. Cela inclut les politiques envers les russophones en Ukraine et envers la possibilité d'atteindre la paix avec la Russie, ce qu'il dit être quelque chose dont l'Ukraine a désespérément besoin et devrait rechercher en priorité pour éviter de perdre davantage de personnes et de territoires. Dans la conduite de ce type de négociation et même d'un règlement de paix, on n'est pas nécessairement obligé d'accepter les termes de l'autre partie, comme l'abandon de territoire. Il suffit parfois de convenir de ne pas être d'accord et de ne pas se battre pour cela. We have to agree to disagree sometimes and not fight over it. So that's a compromise solution that is well known in different. La solution de compromis est bien connue dans l'histoire diplomatique. Une autre personne qui doit être mentionnée est le commandant des forces armées, en raison du conflit désormais évident avec le président, que de nombreuses personnes dans le bureau du président ont noté. Le conflit de Zelensky avec le commandant des forces armées, Zalouzny, est significatif. Au vu de la déclaration de Zalouzny, il est clair qu'il ne voit pas de solution militaire à cette lutte. En tant que commandant, avec de l'expérience au combat et ayant commandé des troupes sur le terrain, il comprend l'étendue complète des ressources disponibles. Cela lui permet de plaider pour la paix avec plus de crédibilité que quelqu'un sans cette expérience. Il n'est pas le seul capable de cela. Il y a probablement une demi-douzaine de commandants populaires ou de combattants de première ligne avec des qualifications similaires qui pourraient être des porte-paroles efficaces pour la paix. Un individu surprenant est l'ancien ministre des Transports, Omelian. Connu pour sa position russophobe de longue date, il semble maintenant, en tant que commandant sur le terrain, partager une position très proche de celle d'Aristovitch. Also very close to the position taken by Aristovich. D'autres commentateurs sur YouTube, en particulier Alexander Christoforou, qualifient Arestovitch d'opposition contrôlée. Il suggère qu'il est quelqu'un qui opère en arrière-plan car nous avons observé que de véritables ennemis politiques de M. Zelensky ont disparu. Ils ont été emmenés. Par conséquent, ceux qui restent sont ceux qui, sans répéter les mêmes sentiments, sont manifestement tolérés. Ils sont tolérés par A,
le système, par Zelensky lui-même, B, les forces d'extrême droite, et C, l'Occident collectif, qui, comme nous le savons, pourrait changer n'importe qui à tout moment. Je veux dire, ils ont changé un procureur général même avant la guerre, n'est-ce pas? La famille Biden était impliquée là-dedans. Donc, ces personnes sont maintenues. Maintenant, qui pensez-vous est le plus susceptible d'obtenir l'approbation de l'Occident pour devenir peut-être le prochain dirigeant de l'Ukraine? I'm Je n'en ai aucune idée. Ce n'est que pure spéculation. Les deux seuls noms qui ont vraiment émergé sont ceux d'Aristovitch et de Zaluzny. Aristovitch est surtout connu pour son autopromotion plus que pour toute autre chose. Je ne suis pas sûr qu'il s'en sortirait bien dans une véritable compétition électorale. Zaluzny, par contre, s'en sortirait probablement bien. Les héros de guerre qui prennent leur retraite, surtout s'ils sont forcés de le faire, ont tendance à bien s'en sortir. Ils deviennent souvent des critiques de l'ancien régime politique. Mais je n'en suis pas certain. Disons les choses ainsi, je suis sûr qu'il y a des groupes en Occident qui analysent et spéculent sur qui pourrait émerger et qui ne le pourrait pas. Cependant, à ce stade, une telle spéculation est très largement inutile. Celui qui émergera prendra le public par surprise et gagnera probablement en pouvoir et en popularité grâce à sa rhétorique populiste. Cela ne sera pas dû à des politiques bien réfléchies, soigneusement considérées, éprouvées et testées. Dans ce contexte, tout a échoué. Ainsi, c'est la personne qui se présente avec une vision pour l'avenir de l'Ukraine qui sera la plus réussie, et cela pourrait être n'importe qui. Now, let's suppose that something fantastic happens and we have a convergence of interests at the same time. Supposons qu'un événement remarquable se produise où il y a une convergence d'intérêts à Washington, Kiev et Moscou, et que les dirigeants au pouvoir concluent simultanément, pour diverses raisons, qu'une solution négociée est désormais la meilleure ligne de conduite. Vous avez décrit ce scénario dans votre article. Si cette convergence devait avoir lieu, quelle serait une conclusion négociée réaliste à la guerre ou à l'opération militaire spéciale, telle que nous sommes le 28 novembre 2023? To the war, to the special military operation. The devil is obviously in the details. Le diable se cache évidemment dans les détails. Les suggestions que j'ai faites, que j'avais également présentées sous une forme antérieure avec mon collègue Gilbert Doktorov il y a environ 6 ou 7 mois, visaient à souligner que malgré la rhétorique extrême et méprisante des deux côtés, les négociations à Istanbul ont révélé des points de convergence. Il y a eu des accords dans le passé, même lorsque les pays étaient en guerre. La question est maintenant de savoir si, sous la pression d'un côté ayant l'avantage, ces points d'accord peuvent être ravivés ou modifiés pour s'adapter à la situation actuelle. Il y a toujours des points d'accord nécessaires. J'en identifie au moins 3. Un est que la Russie, l'Ukraine et tous les pays impliqués veulent être de bons voisins. C'est le but ultime. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il est clair que la paix et la prospérité dans la région dépendent de cet objectif. Alors la question est, comment y parvenir? Nous examinons ensuite les différences dans les objectifs des divers camps tels qu'ils se présentent actuellement. The objectives of the various sides as they stand now. Ukraine, and I point this out in my article, Ukraine wants to join NATO. L'Ukraine souhaite rejoindre l'OTAN et l'UE. Comme Poutine l'a déclaré le mois dernier, la Russie n'a jamais objecté à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. C'est une distinction importante car beaucoup de gens soutiennent que la Russie s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Cependant, Poutine a clairement indiqué que la Russie ne s'y oppose pas. L'objection concerne spécifiquement l'adhésion à l'OTAN. La Russie perçoit l'adhésion de l'Ukraine à toute alliance militaire, en particulier une potentiellement dirigée contre la Russie, comme une menace existentielle. Ainsi, l'objection est spécifiquement à l'adhésion à l'OTAN. L'Ukraine recherche l'adhésion à l'OTAN principalement pour des raisons de sécurité. En substance, l'Ukraine désire la sécurité pour elle-même, pas nécessairement l'adhésion à l'OTAN. Cela simplifie cet aspect de la négociation car si une garantie de sécurité qui satisfait l'Ukraine et est équivalente à l'adhésion à l'OTAN peut être offerte, il ne devrait pas y avoir de véritable objection à substituer l'adhésion à l'OTAN. Cette substitution pourrait être un compromis réalisable, surtout si l'on considère que l'adhésion à l'OTAN comporte ses propres coûts et charges, que l'Ukraine aurait du mal à financer. Should be a workable compromise, I think. The other two problems are. Les deux problèmes sont, premièrement, le plus simple concerne l'éloignement du rêve nationaliste ukrainien d'une nation monolithique. Ce rêve imagine une langue unique et un processus de pensée unifié à travers toute la population. Cependant, cette ambition n'est celle que d'un petit pourcentage de la population.
En tenant compte de la loyauté des Ukrainiens russophones qui combattent en première ligne pour leur pays, il semble raisonnable de récompenser et de reconnaître leur culture et leurs efforts de défense. Leur identité ne devrait pas être supprimée dans une Ukraine monoculturelle. La constitution ukrainienne actuelle et les garanties pour les droits des minorités, signées par l'Ukraine au cours des 30 dernières années, ainsi que les obligations de l'UE de soutenir les droits des minorités dans les États membres, fournissent les préconditions pour cette reconnaissance. Par conséquent, on pourrait arguer auprès des dirigeants ukrainiens que l'adoption de cette diversité est dans leur propre intérêt. Le véritable point d'achoppement est la restauration des frontières de 1991. Le problème ici est que la décision de définir la victoire comme la reprise de tout le territoire ukrainien jusqu'aux frontières de 1991 est une définition du gouvernement Zelensky. Un nouveau gouvernement serait vraisemblablement prêt à discuter au moins de cette question et à négocier un statut intérimaire avec la Russie sur les 5 régions qu'elle a annexées. La Russie trouverait-elle cela acceptable ? Nous ne savons pas. La première indication que la Russie était prête à discuter du statut de ces régions, à l'exception de la Crimée, dont 4 régions incluant le Donbass, comme étant conjointement possédées ou supervisées, est venue de Gerhard Schröder dans son long entretien avec, je crois, le Berliner Tageszeitung. C'est significatif, bien que nous devions admettre que l'incorporation de 2 de ces régions dans la Fédération de Russie en septembre 2022, après l'échec des négociations, rend difficile la négociation d'un autre statut. Cependant, les négociations existent pour mettre toutes les options sur la table, et je suppose que toutes les options méritent au moins d'être discutées. Oui, et à un certain moment, ces discussions sont importantes car nous ne devons pas oublier qu'il y a une chose que de gagner une guerre. C'en est une autre de gagner la paix. Gagner la paix est très difficile, et en tant qu'historien, nous savons que le plus souvent, des arrangements sont pris qui posent les bases de futurs conflits 10, 15, 20 ans plus tard, n'est-ce pas ? Le cycle de la violence se répète simplement. Et je ne crois pas qu'un tel résultat serait dans l'intérêt de la Russie. Vous ne voulez pas une situation comme celle entre la Palestine et Israël, où la violence perpétuelle devient une partie innée du système politique. C'est vrai, mais ce genre de division, par exemple, le cas de Chypre est intéressant. Nous avons le nord de Chypre, dont je ne suis pas sûr du statut, mais je crois qu'il est uniquement reconnu par la Turquie. Le reste de l'île est reconnu par l'UE et d'autres nations. Néanmoins, j'ai regardé une vidéo où des touristes espagnols ont simplement traversé le point de contrôle de Chypre grec à Chypre turc puis sont revenus de la même manière sans aucun obstacle. Ainsi, même si techniquement les pays sont sous une juridiction ou une autre, cela ne signifie pas que les gens ne peuvent pas vivre leur vie souvent tout à fait normalement. Ils peuvent toujours avoir toutes les opportunités économiques d'investissement nécessaires pour leurs enfants et eux-mêmes afin de créer de la prospérité pour leur famille, même si les problèmes politiques ne sont pas ultimement résolus. Vous avez raison. Je veux dire, il existe une option pour créer des solutions de facto pour des raisons réalistes sans nécessité de signature de jury sur un bout de papier. Nous avons un tel cas à Taïwan depuis les 70 dernières années, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de guerre civile en cours entre les deux Chines parce que les deux sont d'accord pour ne pas vouloir la guerre. Bien qu'il n'y ait pas de solution formelle, il n'y a pas de guerre non plus. Nous avons une paix de facto entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et il y a des revendications qui se chevauchent sur des îles entre le Japon, Taïwan, la Corée et la Chine, et pourtant il n'y a pas de combat, malgré l'absence d'un accord formel. Le problème, c'est que ces situations peuvent s'escalader à nouveau, mais il est important de noter que 70 ans de paix, c'est une période significative. Il existe des différences significatives entre les situations en Corée du Nord et du Sud, à Taïwan et à Chypre. Faciliter les échanges transfrontaliers est crucial. Je propose que l'un des avantages de la mise en place d'une administration conjointe parrainée internationalement de ces territoires soit non seulement de pacifier les antagonistes, mais aussi d'élever leur statut en droit international à ce qui pourrait être considéré comme des zones de paix ou des zones de libre-échange. Cela supprimerait les restrictions commerciales habituelles qui profitent plus au gouvernement central qu'à la région. L'objectif est d'apporter un afflux de fonds dans des zones comme le Donbass et les régions méridionales de l'Ukraine.
Cela transformerait ces régions de barrière entre les deux moitiés de l'Europe, y compris la Russie, en un pont les reliant. Nous devons penser à cette région de manière très créative qui pourrait plaire à tous les participants, ukrainiens, russes et résidents locaux. All the participants, Ukrainian, Russian, and locals as well. Yeah, I mean, imagine how beautiful. Imaginez comme ce serait beau si ces zones pouvaient commercer à la fois avec l'Ukraine et la Russie pendant qu'ils se sanctionnent mutuellement. Elles en bénéficieraient énormément, et tout le monde aussi. Ce serait dans l'intérêt de tous. Le problème, c'est que ce genre de pensée plaît à ceux d'entre nous qui s'intéressent au bien commun. Cependant, il y a un nombre significatif de personnes, en particulier les haineux accent aigu conservateurs, qui croient en un jeu à somme nulle. Pour eux, tout ce qui est bon pour la partie adverse est mauvais pour eux. Ils essaient toujours de gagner en faisant perdre l'autre côté. Alors, j'espère que ces idées que vous avez deviendront plus répandues. Well, what you said, a wonderful idea. It reminds Ce que vous avez dit est une excellente idée. Cela me rappelle une nécrologie que j'ai écrite lors du décès de Sergueï Sivoko. Je l'avais intitulée « Le dernier artisan de paix ukrainien ». C'était son rêve, littéralement. Il n'aimait pas utiliser le terme de « ligne de confrontation » ou de « ligne de séparation ». Il l'appelait une « ligne de contact » parce qu'il croyait que les gens sur cette ligne devraient se rencontrer et parler les uns avec les autres. at this line should get together and talk to each other. Au lieu de nous tirer dessus, oui. Nikolai Petro, je tiens à vous remercier beaucoup pour cette discussion éclairante. Merci, Pascal, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau.